développement du marché action français, notamment avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Là, en 3 séances, le CAC revient à 6700 points. On s'est fait un peu peur quand même là. Entre l'échéance de vendredi, le sell-off de lundi, on tombait sous les 6400 points sur le CAC. On se demandait si on était en train de changer d'ambiance. Est-ce qu'on était toujours dans l'idée de racheter les creux de marché? Bon, 3 jours après, ça semble être le cas. Oui Grégoire, je vais vous faire un aveu. Même cette fois-ci, j'ai commencé à y croire en me disant cette fois-ci, ça y est, il y avait une correction qui se dessinait, on avait quelques conditions. Et puis non, les investisseurs, quand ils prennent un peu de hauteur, se disent mais quelle est l'alternative aux actions? Il n'y en a pas. On a eu des obstacles, on est en train d'en franchir la plupart. Vous avez évoqué le ralentissement, les risques liés aux composants, à l'industrie et autres. On en a un autre qui sont les tensions inflationnistes, savoir comment les entreprises vont pouvoir le gérer. Et puis moi, j'ai vu quelque chose d'assez intéressant en écoutant toutes les grandes maisons qui actuellement font leur point d'étape avant la fin de l'année et se remettent en ordre de marche. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent finalement, on a un environnement qui va rester positif avec des bémols, mais qui devrait rester positif jusqu'au mois de février. Donc on en profite. À partir de là, si je peux développer un petit peu, il y a des débats qui semblent complètement d'arrière-garde, des discussions. Avant, on vous disait, et on a pu le dire, tout le monde disait, est-ce qu'il faut être sur des values, est-ce qu'il faut être sur des growth, des valeurs en retard sous-évaluées ou des valeurs de croissance. Et puis finalement, ça ne vient pas, ça ne se fait pas. Vous n'avez pas cet arbitrage réellement qui s'opère. Et pour une raison bien simple, c'est qu'aujourd'hui, l'économie qui régissait et qui dictait ces conditions a complètement changé parce que se sont invités la digitalisation, l'électrification et l'automatisation. Et qu'aujourd'hui, des valeurs qui étaient dites value deviennent des valeurs de croissance. Si on regarde les bancaires qui étaient des value par excellence, mais on a eu l'apparition des fintech qui font qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus légères et capables de mieux réagir. Vous aviez les médias, le secteur de la publicité, etc., qui étaient dans la même veine. Et puis aujourd'hui, avec la digitalisation du marketing et de la communication, ce sont devenus des véritables valeurs de croissance. Donc aujourd'hui, un premier bilan que tirent les gestions. L'exemple Universal Music Group est incroyable de ce point de vue-là. Il y a quelques années, le business de la musique, c'était mort, c'était fini. Et on voit très bien comment, à travers les outils de streaming, de digitalisation, les communautés sur les réseaux sociaux, on voit très bien comment un groupe comme UMG, aujourd'hui, peut s'envoler de 30%, je crois, sur son premier jour d'introduction. Oui, puisque même Vivendi, qui avait fait un modèle d'évaluation sur une base de 30 milliards et quelques, on a dépassé largement les 40 milliards. Effectivement, on s'aperçoit que ce sont véritablement des nouveaux métiers qui ont pris toute leur hauteur et leur importance, et que aujourd'hui on ne peut plus raisonner de façon binaire sur des raisonnements un peu dépassés, mais qu'aujourd'hui on va chercher les opportunités. La première des opportunités que cherchent les investisseurs, ce sont les belles histoires, des histoires. Vous venez d'en citer une. Et on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. On avait joué l'histoire Lagardère, on va jouer l'histoire TF1 M6, on vient de jouer l'histoire Universal. Vivendi. On va jouer d'ici la fin de l'année Daimler. N'oublions pas qu'il y a presque un an, le staff de Daimler avait annoncé le spin-off. Aujourd'hui, Daimler, c'est Daimler Truck, les camions. Et puis Mercedes, les voitures. Et d'ici la fin de l'année, on va avoir un spin-off. Donc ils vont mettre en bourse Daimler Truck, qui est quand même le premier constructeur de camions et de bus. Le groupe va s'appeler Mercedes-Benz. Daimler sera séparé. Et derrière Mercedes-Benz, il y aura AMG, Maybach et le haut de gamme. C'est-à-dire on va s'orienter vers une société cotée Mercedes-Benz qui sera sur du premium. Donc un pur player automobile. Avec des marges élevées, premium, et puis cotés séparément, mais deux groupes bien séparés, distincts, qui seront Daimler, le premier constructeur de camions et d'autobus. On va créer de la valeur comme ça va être là.
l'histoire qu'on peut jouer, parce que le titre a progressé depuis le début de l'année, bien sûr, mais il y a encore une belle histoire. Et on va jouer ces thématiques. On joue aussi les accidents de parcours. On profite, quand il y a eu cet été un accident sur Amazon, on est rentré sur Amazon. Quand il y a des accidents de parcours sur les sociétés, on en profite. Dans une bien moindre mesure, il y a eu un petit raté sur Stellantis, on est rentré sur Stellantis. Quand il y a eu la rupture sur Kering, LVMH et le luxe, on est rentré peut-être qu'on n'aurait pas dû, mais enfin, on est rentré sur le luxe à ce moment-là. Sur long terme. Puis, à contrario, vous avez des valeurs qui ne connaissent pas la crise, qui continuent de progresser. On parle des semi-conducteurs, on parle de tout ça. Une boîte comme ASML, qui ne cesse de progresser et croître en bourse. Qui a pris quasiment 100% cette année, qui devient l'une des, si ce n'est la plus grosse capitalisation boursière en Europe. C'est un truc incroyable. Moi-même, c'est vrai qu'on est un peu passé à côté de ce genre de valeur, mais c'est quasiment la capitalisation boursière d'LVMH. On est au-delà de 300 milliards. Je crois qu'il y a 10 milliards qui les séparent l'une de l'autre. On parle d'ASML, une société néerlandaise que les particuliers connaissent très peu, qui fait du gravage pour les cartes à puce, pour les composants électroniques, avec des systèmes très très sophistiqués que les Chinois ne possèdent pas. Donc ils ont une longueur d'avance et ils la garderont, ils la conserveront. Voilà des titres. Ça me rappelle un petit peu il y a quelques années quand on ne pouvait plus aller sur Apple parce que ça valait 400 $. Là, on se dit on ne va pas sur ASML parce que ça vaut aussi 700 €, alors que les brokers vous disent ça peut valoir 900, ça peut valoir 1000. Et puis surtout, on est, comme on l'a dit précédemment, sur des milieux, des secteurs qui ont le vent en poupe. Il y aura de plus en plus de composants dans les voitures, dans l'industrie mécanique, dans tous les secteurs. Donc oui, il y a des opportunités grâce à cela. Ouais. Bon, l'exemple du jour aussi, c'est Trigano. Trigano, alors, depuis la crise sanitaire, là, qui nous explique que les véhicules, les camping-cars sont devenus des espaces, des bulles sanitaires mobiles. C'est comme ça qu'ils décrivent la manière dont les clients achètent leurs produits aujourd'hui. Et visiblement, ça cartonne encore. Alors, avec des problèmes de production, parce que là aussi, problème d'approvisionnement, problème sur les chaînes de production, mais la demande est incroyable. Je crois que le titre s'envole aujourd'hui après avoir fait un point sur son activité. Est-ce qu'il faut quand même à un moment être vigilant sur les marges? Parce que là, on parle de belles histoires, d'entreprises qui ont du pricing power, comme on dit, Franklin. Je notais hier le discours d'une grande entreprise américaine, mondiale, FedEx, alors qui vit peut-être sa meilleure vie, parce que le e-commerce fait que le volume de colis à transporter à travers le monde est historiquement élevé aujourd'hui. Et ce niveau de demande ne faiblit pas, nous dit FedEx. En revanche, problème de coûts de transport, problème de main-d'œuvre disponible. On ne trouve pas assez de personnes et ceux qui veulent bien venir, il faut les payer évidemment plus cher. Au point que FedEx est obligé d'abaisser désormais ses prévisions de résultats, alors que l'environnement de la demande, en tout cas, n'a jamais été aussi favorable. Est-ce que ça devient un sujet, quand même, là, pour les grandes maisons, les stratégistes avec qui vous avez pu discuter? Est-ce que c'est le prochain petit grain de sable qui pourrait venir se mettre dans le marché? Oui, bien sûr que ça pourrait être le petit grain de sable. Et d'ailleurs, FedEx a baissé de 8% hier parce qu'effectivement, ils ont dit que la distribution serait légèrement moindre que ce qui était prévu parce qu'effectivement, il y a les coûts qui sont un peu plus importants. Au-delà de ça, ça nous permet d'aller, vous l'avez cité, le pricing power, cette capacité qu'ont ces entreprises grâce à leur avance technologique à pouvoir répercuter la hausse des prix sur leur client final. Le meilleur exemple qu'on connaît tous très bien, c'est Michelin. Michelin a toujours pu passer des augmentations de prix parce qu'ils avaient une longueur d'avance en R&D. Et puis à un moment, on s'est un petit peu dit ça va se calmer au niveau de Michelin parce que la R&D, les autres l'ont, les Chinois l'ont. Et puis apparaît la voiture électrique. Et aujourd'hui, le seul bruit que vous avez dans une voiture électrique, c'est le pneu et c'est le roulement. Et là aussi, Michelin a déjà pris de l'avance, là où les Chinois ne sont pas penchés sur la question, et où il faut adapter le caoutchouc, la bande de roulement, pour qu'elle soit en rapport avec ce moteur qui ne fait plus de bruit. Donc là, Michelin va pouvoir, une fois de plus, enfoncer le clou avec son pricing power, et puis avec la nouvelle direction qui a annoncé que
25% du chiffre d'affaires de Michelin serait fait sur autre chose que du pneu d'ici 2025, l'hydrogène ou d'autres ouvertures et autres. La mobilité au sens large. Mobilité au sens large. Donc le pricing power, on vient de parler d'ASML qui a un pricing power. On parle de Michelin, on peut parler d'autres valeurs, d'autres secteurs qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir modifier légèrement, non pas forcément des secteurs, mais des valeurs, en mettant en avant celles qui pourront répercuter une partie ou une grande partie des prix auprès de leurs consommateurs. Un autre qui est très fort pour ça, c'est la grande distribution. Et peut-être que ce sera un retour en grâce des carrefours qui peuvent répercuter la hausse des prix. La seule chose qui pourrait être le bémol sur la grande distribution, c'est qu'à nouveau, ils se lancent dans une compétition sur les prix les uns et les autres. J'ai l'impression quand même, quand on écoute les groupes non cotés, type Michel-Édouard Leclerc, j'ai l'impression qu'ils ne vont rien lâcher sur les prix. C'est-à-dire que c'est toujours en plus cette dissymétrie entre les groupes de distribution cotés où les marges sont publiques, etc. Et puis les groupes comme Leclerc ou Auchan. C'est d'ailleurs pas le secteur que j'ai cité en premier. Non. Mais pourquoi pas ? On verra. On verra. Ce sera intéressant de voir si effectivement ces secteurs qui ont toujours manqué de pricing power peuvent en retrouver à la faveur d'un environnement un peu différent, notamment sur le front des matières premières. Merci beaucoup Franklin. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve toutes les 2 semaines, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart. Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h.